Salut tout le monde et bienvenue dans GynBov, donc le MOOC sur la gynécologie bovine. Et donc on est dans son dernier module qui va traiter les biotechnologies de reproduction. Et donc avant de commencer et en guise d'introduction, donc ces biotechnologies ou ces développements en biotechnologie de reproduction donc sont classés en fonction de leur bien sûr période de développement en différentes générations. Et donc, on a dans la première génération, donc on a découvert pour la première fois l'insémination artificielle et éventuellement la cryopréservation de la semence. Ensuite, la deuxième génération a venu avec la synchronisation des chaleurs, avec l'ovulation multiple et aussi avec le transfert d'embryons. La troisième génération, donc, c'est la fécondation in vitro. Et la quatrième génération, c'est l'innovation du transfert nucléaire, du transfert nucléaire, transgénèse, du clonage, mais aussi de la biologie de la cellule souche. Donc, nous, on a choisi de traiter, comme on a déjà vu, l'insémination artificielle, on a déjà un peu parlé de la synchronisation des chaleurs, et donc on a choisi de parler cette fois-ci de 3 biotechnologies de reproduction aussi importantes en reproduction bovine, qui sont premièrement transfert d'embryons, puis fécondation in vitro et clonage transgénèse. Et donc, cette capsule donc, va traiter le transfert d'embryons. Et donc déjà le transfert d'embryon, c'est une méthode de reproduction artificielle qui consiste à récolter en fait le ou les embryons chez une femelle qui est dite donneuse. Donc comme vous voyez dans le schéma, donc on récolte d'abord les embryons chez une femelle donneuse après bien sûr ou ayant subi un traitement de superovulation pour les transférer chez des femelles qui sont dites receveuses. Donc chez ces femelles receveuses, donc l'embryon va se développer jusqu'à la naissance. Et donc, le processus consiste à, tout d'abord, après un traitement d'ovulation, l'insémination artificielle, et puis après l'insémination artificielle, la collecte d'embryons, puis le transfert, et donc après, bien sûr, les chaleurs de la femelle receveuse, et puis la gestation et la naissance. Donc, pour les intérêts du transfert d'embryons ou la transplantation embryonnaire, donc la transplantation embryonnaire a en fait des effets favorables sur le progrès génétique, donc car elle permet bien sûr de premièrement augmenter l'intensité de sélection, deuxièmement réduire l'intervalle de génération, donc des collectes précoces peuvent être effectuées sur des génisses de 15 mois, donc c'est-à-dire on va avoir 3 veaux en moyenne à l'âge de 2 ans avec le transfert d'embryons, contre bien sûr 3 en 6 ans en reproduction naturelle ou par insémination artificielle. L'intérêt génétique consiste aussi à améliorer la précision de la sélection. Donc en fait on a de nouvelles possibilités d'évaluer les animaux en tenant compte de collatéraux qui sont issus de la même mère. Ensuite, pour l'intérêt sanitaire, en fait, le transfert embryonnaire, c'est le moyen le plus sûr au plan sanitaire d'échange de matériel génétique entre fermes, régions, pays ou aussi continents. On passe à l'intérêt zootechnique cette fois-ci, et donc l'intérêt consiste à premièrement la possibilité de changement rapide d'orientation ou changement complet de la race. Deuxièmement, conservation des races en voie de disparition, donc c'est-à-dire qu'on va constituer en fait une banque d'embryons. Ensuite, la reconstitution rapide de troupeaux qui sont décimés par des maladies. Et puis, la possibilité de produire des veaux à viande sur des femelles laitières. Pour l'intérêt commercial cette fois-ci, donc le transfert d'embryons nous permet de faciliter les échanges commerciaux en réduisant les frais de transport. Aussi la substitution à l'importation des génisses, donc les risques sanitaires et problèmes d'adaptation des animaux importés. Donc tout ce qui est risque sanitaire et problèmes d'adaptation des animaux qui sont importés. Ensuite, la valorisation des femelles d'élite par la mise sur marché d'embryons de haute valeur commerciale. Pour les étapes du transfert d'embryons. Donc la première étape en fait c'est la sélection de la donneuse. Donc ensuite le traitement de superovulation et d'insémination sur la donneuse. Après la récolte des embryons, puis l'évaluation de ces embryons, la conservation aussi de ces embryons, ensuite le choix de cette fois-ci la receveuse. Et dernièrement, on a le transfert ou la mise en place de l'embryon.
Et on commence par la première étape qui est déjà la sélection de la donneuse. Donc, il est suggéré que les vaches donneuses potentielles dans les programmes de transfert d'embryons soient sélectionnées selon les critères suivants. Donc, premièrement, elle doit être bien sûr indemne de MRLC. Ensuite, elle doit avoir des cycles de chaleur qui sont réguliers dès un jeune âge. Puis, on doit choisir une génisse bien sûr ou une vache de haute production laitière ou aussi de bonne conformation viandeuse. Ensuite, on doit analyser les performances de fertilité et de fécondité pour sélectionner celles qui ont les bonnes normes. Ensuite, bien sûr, un état corporel qui est adéquat, puis un historique postpartum normal, en particulier bien sûr en ce qui concerne les cycles de 18 à 24 jours. Après, donc, enfin, bien sûr, les vaches de boucherie et aussi les vaches laitières donc, doivent être à au moins 60 à 90 jours postpartum avant de commencer, bien sûr, la procédure de transfert. Ensuite, la vache donneuse potentielle doit être saine sur le plan reproductif donc, pour obtenir des résultats qui sont optimaux. Donc, cela signifie qu'après un examen gynécologique, notamment par palpation transrectale, on doit avoir un tractus reproducteur qui est normal, avec des cols bien sûr, avec bien sûr un col et des cornes utérines de diamètre normal, de consistance normale, donc etc. Tout ce qu'on a vu dans l'examen gynécologique. Ensuite, par examen vaginal, donc la femelle doit être indemne de toute infection utérine ou un urovagin par exemple. Donc aussi, on ne doit pas avoir des défauts de conformation ou des défauts génétiques. Aussi, si nécessaire, on pourrait faire sur la femelle donneuse des examens complémentaires pour confirmer notre diagnostic. Il y a aussi des traitements préalables à faire avant la procédure de transfert, notamment des traitements antiparasitaires et des vaccinations qui sont effectuées au moins 30 jours avant le traitement de superovulation. La deuxième étape qui est la superovulation et l'insémination. Donc on commence par le traitement de superovulation. Donc c'est une étape qui est très importante dans le processus de transfert d'embryon. Donc en fait, elle consiste à la libération de multiples ovules lors d'un même oestrus. Et du coup, les vaches ou les génisses qui sont correctement traitées peuvent libérer jusqu'à 10 ovules viables ou plus lors d'un seul oestrus. Donc le principe de base de la superovulation, c'est en fait stimuler le développement folliculaire extensif grâce bien sûr à l'utilisation d'une préparation hormonale qui est administrée bien sûr par voie soit intramusculaire ou sous-cutanée avec une activité de l'hormone FSH. Donc les préparations de cette FSH disponibles dans le commerce sont injectées 2 fois par jour pendant 4 jours au milieu ou vers la fin d'un cycle œstral normal. Ensuite, une injection de prostaglandine est administrée le 3e jour du programme de traitement ce qui provoquera la régression du corps jaune formé et donc un oestrus environ 48 à 60 heures plus tard. Pour l'insémination artificielle, donc dans le programme, on fait 2 inséminations artificielles, une à 12 heures et l'autre à 24 heures après le début des chaleurs. Donc pour le traitement ou le protocole de traitement de superovulation, il peut être fait par plusieurs méthodes. Donc nous on a choisi de faire la méthode on a choisi de faire le traitement au moyen de prostaglandine F2-alpha seul et ensuite au moyen de progestagine. Et donc ici on a le protocole de traitement de superovulation au moyen de prostaglandine F2-alpha. Et donc, ce traitement, il peut être initié lors du pro-oestrus, c'est-à-dire vers le 16e et le 17e jour du cycle, mais en raison bien sûr de difficultés à prévoir précisément le retour en chaleur, il est souvent plus pratique de commencer ce traitement entre bien sûr le J8 et le J13, après des chaleurs qui sont dites des chaleurs de référence. Donc ces chaleurs de référence, elles sont soit naturelles ou induites par un traitement de présynchronisation à base de prostaglandine administrée à 14 jours d'intervalle. Et donc les chaleurs de superovulation est généralement induite par l'injection de prostaglandine, une injection soit unique ou répétée bien sûr, de prostaglandine, soit naturelle ou synthétique, administrée environ 48 heures après le début de traitement avec la FSH ou aussi on peut aussi utiliser la PMSG.
Donc, puisqu'on a choisi d'utiliser la FSH, bien sûr, on administre 2 injections quotidiennes de FSH à partir de J8 ou entre J8 et J13. Et dans 48 heures plus tard, c'est-à-dire 48 heures après le début du traitement par le biais de la FSH, on administre la prostaglandine F2-alpha. Et ensuite, on passe aux inséminations artificielles, donc c'est-à-dire la première 12 heures et la deuxième à 24 heures après l'apparition de des chaleurs de superovulation. Et après 7 jours, on passe à la collecte. Donc ensuite, on a le deuxième protocole ou une autre option pour les femelles qui ne sont pas cyclées, qui consiste à appliquer donc le traitement de superovulation pendant l'induction de chaleur par progestagène, c'est-à-dire le biais d'une spirale ou implant. Et donc ceci, c'est un traitement en moyen d'implant. Selon ce schéma, donc l'implant peut être mis quel que soit le moment du cycle éventuellement présent. Donc il n'est pas nécessaire dans ce cas de tenir compte d'une chaleur qui est dite, des chaleurs qui sont dites de référence. Donc l'implant qu'on utilise couramment, donc comme on a dit dans les affections ovariennes, c'est l'implant de Norgestomé, donc qui est laissé en place pendant environ 9 à 10 jours. Et donc le traitement de superovulation dans ce cas va débuter donc entre le 6e et le 7e jour suivant le début de traitement par la progestagène. Dans ce cas, on a aussi le traitement qui se fait par le biais de FSH, par le biais bien sûr de 2 injections quotidiennes de la FSH. Et donc l'injection de prostaglandine F2-alpha cette fois-ci est réalisée 12 à 24 heures avant l'arrêt du traitement de progestagène. Ensuite, bien sûr, les 2 inséminations artificielles et 7 jours plus tard, la collecte. On passe à la troisième étape qui est la récolte des embryons. Et donc initialement, la récolte se faisait par voie chirurgicale, donc sous anesthésie générale. Donc ceci par une laparotomie paramédiane ou aussi latérale qui consiste bien sûr à l'extériorisation de l'utérus avec une petite incision qui était pratiquée à la base de la corne utérine et qui va permettre l'introduction d'un cathéter à 2 voies, ce qu'on appelle aussi la sonde de Foley. Donc après gonflage du ballonnet, donc le liquide de récolte était injecté à l'aide de seringues récupérées à base du ballonnet, puis l'utérus est suturé bien sûr. Donc, bien que ces techniques garantissaient un taux de récupération qui est élevé, environ 70 à 80%, mais elle a été abandonnée en raison de la complexité de l'infrastructure dans un premier lieu, mais aussi des difficultés à répéter l'intervention sur le même animal. Et donc, on a passé à la méthode non chirurgicale, par voie bien sûr transcervicale, et qui consiste à un rinçage des cornes utérines par un milieu de récolte qu'on va voir qui est injecté et récupérée ensuite via la sonde qui est introduite dans le vagin. Donc on va voir plus en détail cette collecte non chirurgicale. Et donc le matériel dont on a besoin, c'est dans un premier lieu une sonde dilatatrice qui va permettre de préparer le cas échéant le col à la pénétration de la sonde de récolte. Ensuite, on a la sonde de récolte. On a 2 types de sonde. Donc la première à 3 voies, donc c'est la sonde de Cassou. Elle assure un circuit qui est continu du milieu de collecte. Et donc on a 3 voies. Donc une voie permet de gonfler le ballonnet, l'autre c'est pour injecter le liquide de récolte et la troisième c'est pour la récupération du liquide qui est injecté dans la corne. Ensuite, on a le second type de sonde, c'est la sonde à 2 voies ou aussi ce qu'on appelle la sonde de Han. Donc, c'est un modèle allemand et elle est à 2 voies. Donc, une voie pour le gonflage du ballonnet, tandis que la seconde va nous permettre d'injecter et de récupérer en même temps, en alternance, le liquide de récolte. Ensuite, on aura aussi besoin des seringues, donc une de 20 ml pour gonfler le ballonnet et l'autre de 50 ml pour injecter le liquide de récolte. Ensuite, on passe au liquide de récolte. Donc, il faut prévoir par récolte 1 litre de PBS. Donc, on utilise le phosphate buffered saline. Donc, ces liquides seront placés dans un flacon qui est stérile et maintenu à une température qui est environ 37 degrés Celsius. Ensuite, donc déjà avant de commencer, il est impératif de placer l'animal dans un dispositif de contention pour bien sûr limiter ses mouvements. Ensuite, on passe au nettoyage du rectum et désinfection de la région vulvaire.
Et puis, c'est optionnel d'administrer un tranquillisant par voie épidurale. Donc, cette procédure dure environ 30 minutes sans nuire à l'animal. On procède dans un premier lieu par la dilatation mécanique du col, principalement chez les génisses, bien sûr, qui est réalisée en insérant un dilatateur ou la sonde dilatatrice et en exerçant une pression qui est contrôlée. Donc ensuite, le flacon de récupération est placé en contrebas de l'utérus pour faciliter la récolte du liquide de perfusion. Ensuite, la sonde de récolte rincée au sérum physiologique, bien sûr, est introduite dans le vagin tout en évitant le méa urinaire. Donc une fois la sonde est au col, elle est insérée dans une corne utérine en veillant bien sûr à choisir la même corne pour éviter la double perfusion. Ensuite, on passe au positionnement du ballonnet à environ 3 doigts avant la bifurcation des cornes et les gonfler avec un volume d'air adapté pour bien sûr fixer la sonde et éviter tout reflux de liquide. Ensuite, on passe à l'introduction jusqu'à résistance, c'est-à-dire vers la région utérotubaire. Puis, on passe à l'injection de 20 à 30 ml de liquide de perfusion. Après, on agite la corne utérine, puis on passe à l'évacuation. Ensuite, on injecte de l'air donc dans la sonde pour récupérer tout le liquide et aussi les embryons. Après, on retire la sonde après avoir bien sûr dégonflé le ballonnet et une solution d'antibiotiques est instillée dans l'utérus suivie d'une injection de prostaglandine donc pour éviter les gestations multiples. Ensuite, le liquide qui est utilisé est récupéré dans un cylindre où les embryons tombés au fond sont localisés sous un stéréomicroscope après 30 minutes. Donc, une fois les embryons individuels sont localisés au microscope, ils sont évalués pour leur qualité et classés donc en fonction de leur potentiel de succès. Et donc, c'est bien la 4e étape qui est l'évaluation des embryons. Donc, les principaux critères d'évaluation vont inclure dans un premier lieu la régularité de la forme de l'embryon, puis aussi l'intégrité de la zone pellucide, la compacité des blastomères, la couleur et la texture du cytoplasme, le diamètre global bien sûr de l'embryon et la présence ou non de vésicules dans le cytoplasme et dernièrement la variation de la taille des cellules. Les embryons sont classés selon ces critères subjectifs en score Q1 au score Q5. Donc le Q1 veut dire que les embryons sont dans un excellent ou bon état. Donc l'embryon il est transférable et aussi congélable. Le Q2 c'est une qualité qui est moyenne et l'embryon il est toujours transférable. Donc le Q3 c'est une qualité médiocre mais les embryons restent transférables. Ensuite le Q4 c'est donc un embryon qui est mort ou dégénéré, donc il est inutilisable. Et le Q5 aussi, ça veut dire donc qu'on n'a pas de fécondation et donc c'est aussi inutilisable. Donc les embryons sont également évalués en fonction, bien sûr, en fonction de leur stade de développement, indépendamment de leur qualité. Et donc dans ce critère, on a les stades de 1 à 9. Donc on commence par le premier stade et donc il n'est pas rare de récolter des ovocytes qui ne sont pas fécondés et donc c'est le stade 1 d'un ovocyte qui n'est pas fécondé. Donc leur zone pellucide sera bien sûr sphérique et ne présente pas de contour cellulaire visible avec un matériel cellulaire qui est dispersé dans l'espace vitellin. Donc ensuite on passe au deuxième stade qui est le stade de 2 à 12 cellules. Donc ici l'exemple de 2 cellules et ici c'est environ 12 cellules. Après le stade 3 c'est le stade d'un morula précoce. Donc comme vous voyez dans le morula précoce il est très difficile de distinguer les blastomères. Ensuite le 4e stade c'est le stade de morula où il est toujours difficile de très bien distinguer les différents blastomères. Et le tissu embryonnaire, dans ce cas, occupe presque la majorité de l'espace périvitellin. Donc ensuite, on a le blastocyte précoce ou le jeune blastocyte qui est un embryon présentant le début de cavité qui est le blastocèle. Donc comme vous voyez, donc, il a un aspect de chevalière et l'embryon occupe 70 à 80% de l'espace périvitellin. Donc à ce stade, il est possible de distinguer la masse embryonnaire et le trophoblaste.
Ensuite, au stade blastocyte proprement dit, il devient très aisé de distinguer la masse de cellules embryonnaires et le trophoblaste. Et la cavité blastocélique est nettement identifiable. Et l'embryon, cette fois-ci, va occuper pratiquement tout l'espace périvitellin. Ensuite, au stade de blastocyte expansé, donc le diamètre de l'embryon augmente brutalement, tandis que l'épaisseur de la zone pellucide va être réduite. Ensuite, le stade de blastocyte éclos. Et dernièrement, c'est le blastocyte éclos en expansion. Donc, on passe à la 5e étape du transfert d'embryons, qui est la conservation des embryons et qui est une étape très importante. Donc, les embryons peuvent être soit transférés immédiatement après leur récupération et évaluation, ou bien ils peuvent être conservés, bien sûr, congelés dans l'azote liquide pour un transfert qui est ultérieur. Et donc, on commence par le cas de conservation à courte durée, donc où les embryons peuvent être temporairement stockés avant le transfert. Donc, on a des milieux comme le AMS ou le PBS qui sont avec 20% du sérum fœtal de veau, sont adaptés pour maintenir les embryons viables pendant une durée qui est inférieure ou égale à 12 heures. Pour une conservation qui est plus longue, c'est-à-dire supérieure à 12 heures, donc, il est nécessaire de remplacer régulièrement le milieu. Donc, les embryons peuvent être stockés au réfrigérateur, c'est-à-dire à 4 degrés Celsius, pendant 12 à 24 heures. Mais les résultats sont meilleurs si les embryons sont rapidement transférés, c'est-à-dire moins de 3 heures. Ensuite, par contre, pour une conservation à long terme ou de longue durée, la congélation des embryons est nécessaire pour ce type de conservation. Et donc, la méthode nécessite le développement de techniques pour le choix des agents cryoprotecteurs, en plus des méthodes de congélation et de décongélation. Et donc, le processus de congélation et de décongélation, il est également très complexe et entraîne également une réduction d'environ 10 à 20% des taux de gestation par rapport à ceux qui sont observés avec des embryons qui sont frais. Cette méthode offre aussi plusieurs avantages, notamment on n'a pas besoin de synchroniser les donneuses, et puis la facilité de l'exportation, la création aussi de banques d'embryons, la séparation temporelle et géographique de la production et du transfert d'embryons. Donc la 6e étape, c'est l'étape du choix. C'est l'étape du choix de la receveuse. Donc, une gestion appropriée du troupeau des femelles receveuses est essentielle pour le succès de ce transfert. Et donc, dans un premier lieu, on a l'âge. Donc, on préconise le choix soit des génisses qui ont 18 à 20 mois ou des vaches qui ont vélé ou des vaches qui ont vélé 4 fois maximum. Ensuite, les vaches qui sont saines sur le plan reproductif, qui présentent une facilité de vélage et qui ont de bonnes capacités de lactation et de maternage sont aussi des candidates idéales pour être receveuses. Elles doivent aussi avoir un bon niveau de nutrition, c'est-à-dire un score d'état corporel de 5 pour les vaches de boucherie et un score de 3 à 4 pour les races laitières. Donc, ces vaches doivent également suivre un programme rigoureux. La 7e étape ou la dernière étape, c'est bien le transfert ou la mise en place des embryons. Et donc, pour maximiser la survie des embryons, le tractus reproductif de la receveuse doit être synchronisé avec celui de la donneuse avec un décalage idéal d'un jour maximum. Donc, la synchronisation des cycles oestraux des receveuses et des donneuses peut se faire en parallèle, souvent avec des injections de prostaglandine. Donc, ceci, bien sûr, est nécessaire dans le cas de transfert d'embryons à l'état frais. Et cette synchronisation garantit un environnement utérin qui est similaire entre la donneuse et la receveuse lors du transfert d'embryons. Cette technique consiste à l'injection unique de prostaglandine F2-alpha, soit naturelle, soit synthétique, au 2e jour de superovulation. Donc, une double injection de prostaglandine F2-alpha à 11 jours chez les génisses ou 14 jours chez les vaches d'intervalle. Donc, pour les donneuses, c'est en fait l'injection de prostaglandine qu'on a déjà vu dans les protocoles de traitement de superovulation. Et pour les femelles receveuses, donc ça consiste en une injection simultanée de prostaglandine F2-alpha après 7 ou 9 jours de mise en place.
La technique consiste dans un premier lieu à palper les ovaires de la receveuse par voie bien sûr transrectale afin de déterminer quel ovaire a ovulé. Ensuite, on passe au chargement de l'embryon dans une paillette d'insémination de 0,25 ml. Cette opération se fait souvent sous microscope, bien sûr, à l'aide d'une seringue de 1 ml. Et puis, ça nécessite une pratique qui est considérable, ainsi que la patience et la dextérité. Donc, les embryons, bien sûr, qui sont dégénérés ou de mauvaise qualité ne sont pas chargés et sont jetés par conséquent. Le transfert, bien sûr, il est effectué après l'administration d'un anesthésique par voie épidurale qui va bloquer les contractions digestives et donc faciliter la manipulation du col de l'utérus et aussi des cornes utérines. Donc, avec l'aide d'un assistant pour maintenir la vulve de la vache receveuse ouverte, donc le pistolet de transfert ou la tige d'insémination est soigneusement passé à travers le col de l'utérus. Ensuite, la pointe de la tige est dirigée vers la corne utérine du côté de l'ovaire avec un corps jaune qui est actif. L'embryon est ensuite doucement expulsé à l'extrémité en avant de cette corne utérine. Et donc, il faut accorder une grande attention à ne pas endommager la muqueuse de l'utérus car une inflammation et des cicatrices peuvent réduire considérablement les chances d'établir une gestation. Donc, cette capsule touche à sa fin. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule où on va parler ensemble de la fécondation in vitro. Donc, merci pour votre attention.